On apprend ce matin que l'Union européenne va envoyer un haut représentant à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants de la Syrie. La guerre en Ukraine, l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne ont de nombreux dossiers à aborder pour leur réunion à Bruxelles. Elle se tient aujourd'hui et on en parle avec Florent Rodeau dans le décryptage. Bonjour Florent. Bonjour Damien. On le disait donc... L'Union européenne va envoyer un émissaire à Damas et puis la Syrie, une délégation française va s'y rendre également demain. Ça fait partie des sujets en discussion à Bruxelles. Oui, alors pas le ministre Jean-Noël Barrot lui-même, pas le chef de la diplomatie, mais donc une mission diplomatique française avec a priori 4 diplomates. C'est la première depuis 12 ans à se rendre donc en Syrie pour établir des premiers contacts. C'est ce que nous dit ce matin le Quai d'Orsay, des déclarations qui sont bien différentes de celles d'il y a 2 ans et demi. On s'en souvient lorsque les talibans avaient repris l'Afghanistan. Visite qui s'inscrit, vous en parliez dans vos titres, Damien, dans un contexte plus général de prise de contact. Plusieurs chancelleries l'ont fait ces dernières heures, malgré des premières déclarations plutôt prudentes au début. Mais la réelle politique, c'est ça, finalement, parler avec des gens qui ne sont pas de votre sensibilité pour conserver tout d'abord vos intérêts dans le pays. C'est de bonne guerre. On parlait bien sûr de ces chancelleries qui discutent avec Damas. C'est aussi le cas des États-Unis, désormais. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'a dit hier soir. Washington a désormais un contact direct avec HTC, qui est donc cette coalition emmenée par les islamistes d'Ayat Tahrir el-Sham, qui a donc mis fin à 5 décennies de pouvoir du clan Assad. Et puis hier, c'est une image, vous en parliez également, importante, c'est l'ONU qui s'est rendue en Syrie dans une nouvelle démarche d'acceptation, finalement, de notabilisation de ce nouveau pouvoir syrien. Rencontre entre l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, j'ai nommé Geir Pedersen, et Abou Mohamed Al-Jolani, donc le chef de HTC. Et puis un mot également de la Turquie, on sait que c'est un acteur important dans ce conflit. Hier, Ankara a rouvert son ambassade après 12 ans de fermeture là-bas. On le sait, pour Ankara et notamment pour le président Recep Tayyip Erdogan, c'est un problème de politique intérieure, cette affaire turque, puisque 3 millions de réfugiés syriens sont dans le pays depuis plusieurs années. On a eu des chiffres hier, a priori 7600 Syriens seraient déjà rentrés chez eux de l'autre côté de la frontière. Bien sûr, il y a la question de ce qu'ils vont retrouver là-bas. Beaucoup n'ont pas envie de revenir tant qu'ils n'ont pas de garantie. Toutes ces chancelleries qui finalement reprennent contact avec HTC, c'est le fruit d'une stratégie payante pour le groupe qui a envie de se rendre fréquentable. Il l'a dit, il laissera les journalistes travailler, tous les Syriens seront égaux, les femmes pourront continuer à étudier. On rappelle au passage qu'HTC n'est pas forcément un groupe très pacifiste et que son leader, Al-Jolani, a notamment créé la branche locale d'Al-Qaïda. Voilà pour le rappel historique. Voilà, et c'est une coalition, donc chacun peut avoir des visions très différentes. Absolument. Ce sujet de la Syrie sera discuté donc à cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en ce moment à Bruxelles. C'est évidemment pas le seul sujet. L'autre grand sujet, c'est l'Ukraine. Est-ce qu'on en sait plus sur les intentions des Européens ? Oui, tout ça, il faut évidemment le remettre dans le contexte du retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est le 20 janvier prochain, le président élu américain qui a dit vouloir régler très vite cette question russo-ukrainienne. On a découvert tout à l'heure la déclaration de son envoyé spécial qu'il dit « ils s'entretuent, il faut absolument leur trouver une solution », signe qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes finalement de trouver une solution. Pour le clan Trump, évidemment, c'est de dire que la guerre s'est finie sous son impulsion, que c'est lui qui est à l'origine de cet arrêt historique de la guerre. On rappelle 34 mois de guerre. Ces Européens, évidemment, il y a la question de la capacité, de la volonté. On en parlait également tout à l'heure. La capacité, tout d'abord. Les Européens, ils donnent aujourd'hui 40 à 45% de l'aide totale à l'Ukraine. Pareil pour les Américains, ça veut dire que si demain les Américains se retirent d'Ukraine et cessent toute aide, eh bien les Européens devraient trouver ces 40 à 45%, doubler leur aide actuelle, une aide qui, on le voit sur le terrain, n'est pas suffisante pour inverser le rapport de force. Alors ce n'était peut-être pas le cas il y a 2 ans au début de la guerre, mais aujourd'hui les positions sont consolidées. On ne voit pas comment la Russie pourrait abandonner à l'Ukraine ces 20 à 25% de territoire dans l'Est, dans le Donbass, qu'elle occupe aujourd'hui. Pour beaucoup d'Européens, et il faut le dire ce matin, ils ont l'impression que cet argent il est mal dépensé puisque cela ne conduira pas à une victoire in fine de l'Ukraine. Il y a également la question de la volonté. On l'a dit, les Européens ne sont toujours pas passés en économie de guerre comme ça a pu être le cas lors de la Seconde Guerre mondiale, malgré les déclarations volontaristes d'Emmanuel Macron qui a longtemps appelé, notamment encore il y a 2 jours, ses partenaires européens à en faire plus, des Européens qui réfléchissent désormais
désormais non pas à envoyer des troupes combattantes comme ça avait été évoqué par le président français en février, ce qui avait provoqué une levée de boucliers, on s'en rappelle notamment du côté de l'Allemagne. Non, les Européens, ils réfléchissent actuellement peut-être à l'envoi de troupes de maintien de la paix, bien loin de leur volonté initiale. Voilà, troupes de maintien de la paix en cas d'accord de cessez-le-feu. Ça fait beaucoup de si, mais on suivra évidemment l'évolution de la situation. Vous avez raison de le préciser, Damien. Merci beaucoup Florent Raudot. On en vient maintenant